C'est parce que j'ai écrit pendant très longtemps la Sentinelle, qui est donc ce qui est officiellement déclaré comme un premier long métrage. Et si je disais le temps, je pense aux jeunes aspirants, je voyais des visages jeunes dans la salle, si je pense aux aspirants réalisateurs, si je vous disais le temps, je devrais en rougir de honte, ça m'a pris 6 ans, quelque chose comme ça, ou 5 ans à écrire. On se dit, mais comment peut-on passer 5 ans sur un scénario? Très facilement, parce que vous remettez en jeu toute votre vie, vous la reconstruisez entièrement. Alors c'est un travail de reconstruction de soi qui peut prendre un temps énorme, avec évidemment des temps de latence terribles, de stérilité terrible pendant ce parcours-là. La Sentinelle était un film très ambitieux, compliqué, je sais qu'il était long, plus cher, difficile à mettre en place, et puis d'aide à la réécriture, en aide à la réécriture, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne le tournerai jamais. C'est-à-dire, même si jamais j'arrive à décrocher l'avance sur recette, je ne trouverai jamais un producteur, je ne connaissais pas de producteur dans le cinéma, je me disais, je ne trouverai jamais personne pour le faire avec moi. Et du coup, j'ai flippé ma race, et avant de me redéposer à l'avance sur recette, je me suis dit, il faut que j'écrive un autre truc où rien ne peut m'atteindre. Rien. Et ce fut La vie des morts. C'est-à-dire que c'est un film où j'ai écrit, où j'ai déposé à l'avance court-métrage. Je ne savais pas faire des courts-métrages, comme d'autres camarades que moi savaient faire des courts-métrages, mais je ne savais pas. Et donc j'ai écrit le truc en me disant, voilà, celui-là, si jamais j'ai pas l'avance, j'ai besoin d'une caméra, un magnétophone. Si jamais j'ai pas du tout d'argent, ben j'ai qu'à tourner chez mes parents, et puis j'ai pas de décor, et puis je m'arrangerai. Et si j'ai pas les billets de train pour payer, ben je prendrai des acteurs qui habitent à Roubaix, et puis voilà, et je sais le faire tout seul. Vous voyez, j'avais été beaucoup technicien dans ma vie d'avant. J'avais fait tous les métiers techniques, donc je savais faire ce film. Je suis trop long, alors vous m'interrompiez. Non, mais c'est intéressant que vous parliez de ces années entre vos études, après vos études à l'IDEC, et justement ce film, parce que ça a été quand même assez long. Ouais. Vous dites que vous avez écrit La Sentinelle, mais vous pouvez parler peut-être aussi de ces années de chômage, qui étaient vos secondes études. Oui, il y a deux choses que je voudrais dire, une fois de plus au visage jeune que je voyais entrer dans la salle. Et puis par rapport à la Fémis, où certains d'entre nous ici sommes à la Fémis, il y a deux choses, c'est que je suis sorti, d'abord une chose mélancolique et puis après une chose optimiste. La chose mélancolique, c'est que je suis sorti très mécontent de moi de l'école de cinéma. Ça a été des années très difficiles, j'ai voulu me punir. Je trouvais que après ces 3 années, je n'avais pas 4 années ou 3 années et demie, je n'avais pas réussi à entrer dans ce que j'appelle aujourd'hui, ce que j'appelais d'ailleurs à l'époque, la question du cinéma. C'est-à-dire pour moi, le cinéma, ce n'est pas une réponse, c'est une question. Et donc de savoir formuler des questions en termes de cinéma. Je trouvais que je n'avais pas réussi. J'avais appris des gestes techniques, j'avais adoré apprendre ces gestes techniques, et je me sentais en marge. Alors je me suis astreint à une discipline, comme je ne savais pas écrire du court-métrage, pas dur, c'était pas une grande privation. Et donc j'ai travaillé beaucoup comme électricien, après comme chef-op pour les courts-métrages de mon ami Eric Rochant. Après j'ai fait un long-métrage comme directeur de photo, j'étais beaucoup assistant monteur, j'étais maquilleur une fois, j'étais machiniste. Assistant, j'étais nul, je ne savais pas faire. Je l'ai fait une fois, mais j'étais pas bon. Et j'ai fait des trucs comme ça, quoi. Après j'étais scénariste un peu, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour d'autres. Et puis à un moment, je me suis dit, je voyais beaucoup de films. Ça, c'est la chose mélancolique, si vous voulez, c'est ce sentiment d'échec que j'ai eu en sortant de l'école, de penser que je n'avais pas encore trouvé une voie suffisamment singulière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en sortant de l'école, qui n'était pas c'était pas Louis Lumière pour les spécialistes, il y avait une école plus technique qui s'appelait Louis Lumière, qui existe toujours, et une école plus auteur, qui était l'IDEC, où on n'était pas formé au marché. Et donc j'étais au chômage. J'étais au chômage pendant 4-5 ans. Je faisais des petits boulots entre. Et le chômage aujourd'hui, je pense à l'oppression que ma génération fait subir sur les générations plus jeunes. C'est une chose admirable, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux que d'être au chômage. C'est que j'ai lu au chômage, évidemment, sans subvention, hein, le chômage à sec. Mais je lisais 3 romans par semaine, je voyais 8 films par semaine, j'apprenais auprès d'un ami qui n'est plus aujourd'hui, qui fut mon maître, qui est un ami un peu plus jeune que moi, auquel
je tiens à rendre hommage, qui était Pierre Hamzala, qui était un jeune qui est devenu après un casting directeur très brillant en France. Et donc, auprès de mes camarades, là, j'ai appris tout ce que je n'avais pas su apprendre à l'école de cinéma. Et donc, ça a été des années de formation où j'apprenais chaque semaine plus et plus encore, quoi. Et donc, je me suis formé pendant ces années d'inactivité qui étaient rythmées par ces petits travaux de technicien, d'ouvrier que je faisais. Et un jour, je me suis dit, bah, je sais le faire, quoi. Comme je vous disais, ce film-là, je sais jusqu'à le financer. Vous voyez, si je n'ai pas de financier, voilà, je sais le produire, je sais tout faire. Je sais tous les gestes, je sais comment ça se fait. Et voilà, et alors j'ai commencé l'écriture de ce film que j'écris très très vite et que j'ai écrit en trichant, parce que je le déposais à l'avance court-métrage. Je me suis dit, si je donne, comme c'est long, ils vont toujours me le refuser. Donc du coup, j'ai pas mis les dialogues, j'ai mis que des didascalies, j'ai mis une note d'intention en disant promis, ça dure 15 minutes. Et tout était ramassé, comme ça, il n'y avait pas les noms des personnages, tout était ramassé pour que le document n'excède pas le nombre de pages. Et coup de bol, je me souviens encore quand j'ai appris la nouvelle, j'en ai pleuré je ne savais pas si c'était de joie ou de désespoir, enfin je l'avais vu. Et j'avais vu aussi, je tiens, parce que je parlais de lui en attendant dans la projection dehors, je parlais d'un ami, Éric Rochant, qui était à l'école avec moi, et j'attendais la réponse de l'avance. Il venait de faire un film à succès qui était son premier film, aidez-moi. Avant de deuxième école, là. Bien sûr, Un monde sans pitié, sur lequel j'avais refusé comme chef opérateur, mais j'avais collaboré au scénario. Et on était à une projection d'Un monde sans pitié, on était dehors à prendre un café, il m'avait dit, écoute, mon film marche, je te fais un chèque, et si tu n'as pas l'avance sur recette, mon chèque suffira. Et du coup, fort de l'amitié d'Éric, il n'avait pas lu une ligne, je me suis dit, j'y arriverai, quoi. Je vais le faire. Et donc, voilà. Et après, j'ai eu l'avance pour La Sentinelle. Alors tout le monde m'a dit, bah, oublie les courts-métrages, tout le monde s'en fout, fais le long-métrage direct. J'ai dit, non, celui-là, je l'ai écrit, je veux le faire. Je veux me confronter à la question de l'acteur et le faire, quoi. Et je rajoutais une chose, et après, j'ai honte, je parle trop. Mais c'est le but. Ah non, j'ai choisi un film court, La Sentinelle, je laconique. Alors là, je comble parce que le film est plus court. Mais j'ai le souvenir très vif de ça. J'avais très peu d'idées quand j'ai commencé le scénario. Je lisais beaucoup de théâtre à l'époque pour m'apprendre à écrire les dialogues de cinéma. Et je lisais beaucoup de pièces de théâtre diverses et variées. Et j'étais très admiratif. Le film doit à une dette énorme envers un film que je tiens pour le meilleur film de son metteur en scène, le meilleur film de cinéma, je ne parle pas du théâtre, qui est Patrice Chéreau, c'est Hôtel de France, qui est une adaptation de Tchekhov par Chéreau que je tiens pour son plus beau film, qui est un film très méprisé, qui est introuvable en DVD, introuvable sur les plateformes, etc., qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc j'étais sous influence chéraldienne, et je me suis dit, bon, La Sentinelle, je ne le ferai jamais, parce que c'est très cher. La vie des morts, je peux le faire, parce que ça ne coûte rien, quoi. Mais peut-être ce sera mon dernier film, parce que personne ne me pardonnera d'avoir fait un film, ça va être raté, etc. Mais je me suis dit, ok, donc après je vais redevenir technicien, et donc quand je mourrai, est-ce que je veux dire, par exemple, j'ai joué avec 2 acteurs, en faisant un huis clos, comme dans un court-métrage, avec un truc comme ça, et je pensais à cette époque, et je pense toujours, que quand on parle de choses comme de l'art ou de l'amour, on évoque toujours la qualité, et on évoque rarement la quantité. Et moi, la quantité m'importe énormément. Et je me disais, non, il faut que je trouve une histoire qui me permette d'avoir plein d'acteurs. Comme ça, si c'est mon premier et dernier film, ce que je croyais en tournant, je pourrais dire, je faisais la liste avant de venir ici, j'aurais joué avec 18 acteurs. Pas mal. Pas mal. C'est sûr. Et venus de milieux très différents. C'est des acteurs de cinéma, des acteurs de théâtre, des acteurs de boulevard, des acteurs très variés, des acteurs naturels, des non-acteurs, comme Emmanuel Salinger, qui était à l'époque encore étudiant à la FEMIS. Voilà, donc je me disais, voilà, j'ai brûlé mes vaisseaux. Voilà, j'ai tout fait, j'ai fait le truc. Et si jamais je ne fais plus jamais de film, au moins j'aurais pu me confronter pleinement à la question de l'acteur, ce que je n'avais pas fait quand je travaillais comme technicien.
Et du coup, ce travail que vous avez fait avec les acteurs dans La vie des morts, du coup, c'est Emmanuel Singer, Emmanuel DeVos, Marianne Demicourt et Thibaut de Montalbert. On va les retrouver après dans vos films, qui est dans Comment je me suis disputé, ou même d'ailleurs La Sentinelle. Et on a l'impression vraiment que vous avez une certaine volonté de travailler en troupe, que ce soit d'ailleurs avec les acteurs ou même avec l'équipe technique, que ce soit par exemple pour le montage, avec Laurence Briot. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ça, de ce travail, comment vous travaillez, vous? Est-ce que le travail en troupe est nécessaire? Ben là, c'était un film de troupe, parce que c'est un film de famille. Moi, j'ai aimé que cette famille soit mal appariée. Je pense à un acteur, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est Grégory Paquet, qui joue le tout petit, celui qui a un pull blanc et qui est un peu énervant. Celui qui dit j'aimerais bien fumer du shit, tout ça, mais il est trop petit par rapport aux autres, et tout ça. Alors lui, il venait du boulevard. Alors j'aimais bien le confronter avec des acteurs qui venaient du théâtre de Nanterre, qui étaient des acteurs plus savants, Bernard Ballet, qui joue le père, qui est admirable, Nita Klein, qui vient du cinéma ô combien, de mélanger des vitesses de jeu. J'aimais bien, j'aurais pas aimé montrer une famille homogène. J'aimais bien montrer des familles où chacun a une couleur de jeu qui soit singulière. Je pense à Roch Lebovici, qui n'avait pas fait l'école des Amandiers, qui joue le petit frère Yvan, que je trouve admirable dans le film, qui est un très grand acteur. Et voilà, donc ce qui me plaisait, c'était de travailler avec une diversité. Donc cette idée de diversité, elle va contre l'idée de troupe, qui est l'idée d'homogénéité. Vous voyez? Alors après, c'est des acteurs que j'ai retrouvés sur des films après. On m'a souvent posé la question, et je ne l'ai jamais vécu en termes de fidélité. Mais je me suis dit, ce premier casting que j'avais fait avec Noémie Lvovsky, en fait, on avait bien fait notre travail. C'est-à-dire qu'on avait vraiment repéré les gens avec qui je m'entendais bien. Donc du coup, quand j'ai fait le film d'après, La Sentinelle, je ne l'ai pas écrit pour eux. Mais j'ai refait un casting, j'ai revu, j'aurais trouvé ça très grossier de dire, vous voyez, parce que si je dis, oh mon ancienne compagne, je ne vais pas la revoir, je la connais déjà. Bah non, je la connais pas, c'est pas parce que c'est mon ancienne compagne que je la connais, je la revois quand même pour voir. Et voilà, et je la revois, et putain, elle est vachement bien. Je ne vais pas la prendre en disant, non mais je t'ai déjà aimé, donc je ne te prends plus. J'aurais trouvé ça grossier, quoi. Donc du coup, je l'ai repris. Et toujours avec le désir que vous utilisez le terme de troupe, moi j'utilisais à l'époque le terme de tribu, en disant parce qu'une tribu, ça a vocation à s'agrandir. Ça a vocation à pouvoir qu'il y ait toujours des nouveaux membres de plus en plus hétérogènes qui viennent, qui les rejoignent. Mathieu Amalric qui est arrivé dès La Sentinelle, qui a tout changé la donne, et vous voyez, Viermos qui est arrivé plus tard, enfin vous voyez, de mélanger, de faire une espèce de gang comme ça, qui rentrions dans le cinéma par infraction, et ce gang avait vocation à s'élargir. Et c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je pourrais vous répondre autrement, parce que c'est un cinéaste que je regardais beaucoup à l'époque, puisque j'en avais vu pas mal dans ma jeunesse, mais j'ai revu l'intégrale quand ça passait au Saint-André-des-Arts, c'est les films de Bergman, et dans les films de Bergman, on retrouvait toujours les mêmes acteurs. Et dans les films américains, c'est pas pareil. Et je me suis dit, mais en fait, Bergman, il habite un tout petit pays, quoi. Et la France, ouais, maintenant on est 60 millions, comparé aux États-Unis ou à la Chine, on est ledge, quoi. Vous voyez, donc ouais, on n'est pas un très grand pays, quoi. Donc les gens que vous aimez, bah, oui, vous les retrouvez, quoi. Vous les retrouvez, à la condition que ça s'élargisse de plus en plus vers des territoires que vous ne connaissez pas. Alors sur la question du premier film, on pourrait un peu fantasmer parfois l'idée que le jeune cinéaste il va un peu au talent comme ça, et d'autant que vous nous dites que sur La vie des morts vous aviez plus de liberté que sur un gros film du coup. Alors est-ce que du coup vous y êtes allé un peu avec la folie de la jeunesse comme ça, ou est-ce que c'est un film que vous avez beaucoup préparé, beaucoup travaillé, de peur de le rater? On l'a beaucoup préparé, pas avec une femme à qui je voulais rendre hommage, qui était Catherine Bersheim, qui était la première assistante, qui était très jeune, c'était la première fois deuxième fois qu'elle faisait un film comme ça, comme assistante, et son savoir m'a beaucoup aidé. On était très près. Une fois de plus, j'étais très près parce que j'avais tout ce savoir technique. Je pense encore aux astuces techniques que j'ai pu avoir. On n'avait rien pour le faire, on n'avait rien. Je peux dire, je te disais deux choses, je pourrais vous raconter deux anecdotes. Je m'attendais, vous voyez, pendant le générique qui est interminable, je me disais, comment je peux infliger un générique aussi long? Et je disais, c'est simple, je ne les ai pas payés. Alors du coup,
les noms défilent très très lentement. J'ai honte de la lenteur du générique, mais c'est à la mesure de ma culpabilité financière par rapport à tous ces gens qui m'ont aidé à faire le film. Donc du coup, je n'osais pas accélérer en me disant je leur dois, quoi. Et alors comme il y avait tous ces acteurs à qui on demandait de venir et qui des fois avaient des gros rôles, des fois des rôles plus modestes, des apparitions singulières, qui apparaissaient que dans un plan, etc., ils venaient, on les hébergeait, on ne pouvait pas payer les hôtels, donc on les avait hébergés dans une maison de jeunesse. Je me disais, mais ils vont s'ennuyer à périr là-bas et tout ça, ils vont me maudire, ils travaillent déjà avec Chéreau, machin, tout, etc. Donc du coup, le seul truc qu'on avait fait, comme Lille est juste à côté de la Belgique, c'est qu'il n'y a pas mal de drogue. Alors, moi j'ai des amis dealers, et alors, du coup, ils étaient fournis en shit, quoi. Et donc, tous les soirs, ils étaient défoncés. Voilà. Et ils disaient, dans le fond, c'est pas mal, ce tournage, je ne l'ai pas payé. Ils se droguent, quoi. Et c'était très, très rare comme type de tournage. Alors, il y avait une cour dans cette maison qui était drôlement disposée, avec une cour, une espèce de puits aveugle. Ça, j'avais le savoir technique pour ça. Donc, du coup, quand j'ai repéré les décors, je savais, j'avais le savoir technique pour savoir où est-ce qu'on trouve des décors qu'on ne paye pas. Vous allez dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux, ils ont un patrimoine immobilier qu'ils ne peuvent pas louer, donc du coup, vous retrouvez des trucs, etc. Donc, je savais comment faire. Et donc, on avait trouvé, il y avait un puits. Alors, on ne pouvait pas l'éclairer, parce qu'on ne pouvait pas louer les projecteurs, on n'avait pas assez de projecteurs. Donc, je me dis, voilà, c'est simple, on va mettre une tour dans ce puits, avec 3 étages, et comme ça, on loue un gros projecteur, et suivant l'étage auquel on tourne, on monte le projecteur. Voilà, c'est tout. Et du coup, la lumière était construite. Vous voyez, donc il y avait des choses qui étaient très, très près. On savait ce qu'on faisait. C'était Éric Gauthier qui faisait la lumière. On savait ce qu'on voulait. On savait ce qu'on faisait. On le faisait avec les moyens du bord, mais on savait ce qu'on faisait. Donc c'était pas, il n'y avait pas de... Je ne savais pas faire, je ne sais toujours pas faire, sauf peut-être dans le dernier, je ne savais pas faire d'improvisation, tout était écrit. Et aussi, la spécificité, c'est que le casting avait été très long et très fécond, dans le sens que, comme je vous disais, le scénario déposé à l'avance sur recette était un mensonge. C'était pour dire, ce film fait 15-20 minutes et il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et après, nous, on a rencontré des acteurs, donc, où nous n'avions pas de rôle. Vous voyez, parce que dans le scénario, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de rôle, il y avait les cousins font des trucs, à un moment, ils vont voir les cousins du frère suicidé, rien écrit, tout ça, c'était pour que le texte soit plus court. Mais après, il fallait le développer. Et donc, avec Noémie, on rencontrait des acteurs. Je pense à un acteur que j'aime beaucoup, vous voyez, où tout le rôle, c'est fabriqué en casting. C'est-à-dire, moi, j'écrivais des textes spéciaux pour les castings, parce que de toute façon, je n'en avais pas. Donc, j'écrivais des bouts de trucs que j'improvisais le soir, et quand on rencontrait des acteurs que Noémie et moi trouvions intéressants, on disait, tiens, si on lui faisait jouer ça, je piquais un bout de Shakespeare, un bout d'Ibsen, un bout de Tchekhov, bien sûr, des trucs comme ça, que je travaillais en langue moderne, que je reprenais, que je faisais cours, et puis voilà. Et du coup est né, on a rencontré cet acteur, Nicolas Koretsky, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et j'avais vu un documentaire à la télé qui me plaisait énormément sur une maladie psychiatrique dont j'ai oublié le nom, c'est les pertes de mémoire, mais qui sont associées au mensonge. C'est-à-dire, vous voyez ça dans le documentaire, c'était sur la 7 à l'époque, c'est ce qui s'appelle Arte aujourd'hui. On voyait des types, on va dire, voilà, je vais vous montrer une carte blanche, une carte noire, et vous allez me dire de quelle couleur sont les cartes. On retourne les cartes, on dit, quelle carte, c'est quoi les couleurs? Vous m'avez montré 2 cartes noires. Ben non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez triché, et le mec commence à élaborer, à raconter, il ment comme un arracheur de dents pour justifier sa perte de mémoire. Alors on a travaillé là-dessus, et du coup, ça donne le personnage de Koretsky qui a 3 images, et je trouve qu'il a une présence chaplinesque qui me bouleverse, qui est le cousin qui a perdu la tête et qui au football se trompe d'équipe tout le temps. Et alors du coup, ça nous permettait d'avoir Koretsky dans le film. Donc, tous les rôles se sont élaborés un peu comme ça, en écrivant le film en direct avec eux. Vous voyez, pendant cette préparation qui fut assez longue. C'est vrai que quand je parlais de préparation, je pensais aussi par exemple au découpage, et du coup la question s'applique à tous vos autres films. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous préparez beaucoup, ou est-ce qu'on peut pas vraiment savoir tant qu'on n'est pas dans le décor avec les comédiens, la caméra? Alors moi j'aime pas que les acteurs m'attendent. Ça, j'aime pas que les acteurs m'attendent. Le temps est très précieux au cinéma. J'aime bien savoir comment ça va être filmé. Alors, ça s'est élaboré là-dessus. J'avais que 2 principes qui me guidaient. J'ai essayé d'être plus bref. Il y en avait un, c'était
c'était moi, je joue tous les rôles, mais ça je fais toujours pareil, voilà. Je vais tout seul sur le décor, pas tout seul du tout, j'y vais avec Catherine Bernstein, j'y vais avec Noémie Dmowski, voilà, et je joue. Et je joue donc pour la scène avec les cousins qui discutent, mais pourquoi notre cousin s'est suicidé, etc. C'est quoi la théorie des parents, ça. Je joue tous les rôles. Donc c'est très laborieux, parce que je joue une fois la scène en entier en étant un tel, une fois en étant un tel, etc., etc. Et peu à peu, je fais une chorégraphie, ce qu'on a en américain on appelle un blocking, ce que je fais en français, je crois qu'on appelle ça disposition des acteurs dans l'espace. Alors je trouve ça un peu plus compliqué, donc je dis blocking. Et donc je fais le trajet de chacun des personnages. Et après, ce qui me guidait beaucoup, c'est que je disais, je ne coupe pas tant que le plan, que la signification n'appelle pas à ce qu'on coupe. Donc les plans sont assez travaillés avec des plans séquences un peu complexes et on tourne quand par exemple tous les cousins touchent du bois par superstition. Et là on coupe et on passe à un autre axe. Vous voyez, donc c'était fait comme ça. Et donc du coup je proposais aux acteurs un ballet, je leur proposais un ballet qui était déjà dessiné avant. Par contre, étant dépourvu d'imagination visuelle, je suis incapable de découper si je n'ai pas les décors naturels avant. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai la maison pour pouvoir commencer le découpage du film. Et aujourd'hui encore, je suis incapable de dire cette scène sera en plan serré ou en plan large tant que je n'ai pas vu l'endroit où je filmerai. Mais je n'ai pas besoin des acteurs pour ça, puisque c'est moi qui fais le pitre, et après c'est eux qui font les héros. Et alors du coup, La vie des morts, c'était produit par Pascal Cocheteux, et ensuite non. Alors c'est parce que c'est marqué sur la Wayne Production, il est inscrit. Wayne Production n'existait pas à l'époque. C'est ce que j'allais dire. Ça a été créé sur la Sentinelle. Sur la Sentinelle. Mais alors du coup, moi je voulais peut-être que vous parliez un peu de votre relation avec Pascal Cocheteux et comment vous semblez tout gérer. Alors du coup, quelle est sa place, quelle est la place du producteur pour vous Sur ce film-là, c'était singulier parce que, comme je vous disais, je savais le faire. J'avais le chèque d'Éric Rochant qui m'attendait, voilà, et j'ai eu l'avance, donc j'ai plus besoin du chèque. On s'est débrouillé, j'ai eu une prévente à la télé, voilà, et puis après, je savais, si vous voulez, comme j'ai travaillé des années comme opérateur et tout ça, la caméra, j'allais voir au labo, les labos, ils m'ont fait 60% de réduction. J'ai été voir les trucs, la caméra, j'ai eu gratuite, l'ingénieur du son, j'en connaissais 200, ils m'ont donné gratuit. Donc tout ça, c'était gratuit. Voilà. Et il me manquait un tout petit peu d'argent. Et j'ai rencontré Pascal Cocheteux qui désirait créer une société de production, qui a lu La Sentinelle, qui désirait le faire, qui disait un jour je ferai une société où on produira ce film, et qui n'avait jamais vu, je crois, de court-métrage, et qui m'a dit mais pourquoi tu veux faire ce truc? Je lui ai dit écoute, t'occupe, je vais le faire. Donc je crois que nous vous soyez à l'époque, je lui ai dit ne vous occupez pas de ça, je tourne ça et puis je serai disponible pour faire la montage. Il dit soit c'est une perte de temps, mais allez-y. Je suis parti, je me suis organisé et j'étais dans les locaux d'un homme à qui j'étais très lié, qui était Patrick Grandperret. C'est pour ça qu'il écrit RGP au générique. Et donc c'est dans les locaux de Patrick Grandperret qu'on a fait le film. Et à un moment, dans le montage de trésorerie, je m'étais trompé dans les chiffres que j'avais mis sur le petit cahier, et il nous manquait 15 000 balles. Et Cocheteux Grand Prince, et c'est là où j'ai appris ce que c'était un producteur, il a dit je fais un chèque de 15 000 francs à l'époque. Et ça a rendu le film possible. Et je trouve, quel est le rôle d'un producteur? Je crois que le rôle d'un producteur, c'est de mettre de l'argent. C'est pas donner son avis, c'est pas donner son avis, c'est pas négligeable. Hein. Enfin, s'il donne de l'argent, ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles. C'est énorme. Et puis, penser, dans le fait de donner de l'argent, il y a une grande pensée. Vous voyez, suivant le montant que vous donnez, c'est déjà un discours, c'est le plus beau des discours que vous puissiez avoir. Et donc voilà, donc il a rendu le film possible. Après il a accompagné, j'étais moins lié à Patrick Grandperret pendant le tournage, il a accompagné parce qu'il avait beaucoup de curiosité pour savoir comment, il avait travaillé que des réalisateurs expérimentés, donc il voulait connaître une autre génération. Donc Pascal nous a accompagnés pendant le tournage, il est venu nous visiter, il nous a souvent rendu visite au montage pour indiquer ce qu'il ne connaissait pas. Et donc il a beaucoup appris et voilà, et c'est devenu un producteur tout à fait réputé. Nous avons continué à travailler ensemble. Alors avant de laisser la parole, je voulais vous demander, pour finir sur La vie des morts un peu, qui a eu le prix Jean Vigo du court moyen-métrage. C'est un prix très très prestigieux. Alors je me demandais, quand on l'a comme ça sur son premier film, est-ce que ça encourage, ça donne la force de continuer, ou est-ce que c'est très angoissant au contraire de se dire qu'il va y avoir de grosses attentes derrière? Alors moi le truc, le prix Jean Vigo, je ne me souviens pas du tout.
truc le plus grossier que j'ai fait, c'était, et c'est une vraie dette envers Murat de Télérama, qui m'avait offert la page de couverture de Télérama sur un court-métrage, ce qui était unique dans l'histoire de Télérama, et qui m'a aidé formidablement. Et le troisième péché, plus grand encore, c'est que nous avons été à Cannes dans je ne sais plus quelle élection, la semaine de la quinzaine, ou la semaine de la critique, je ne sais plus où. Mais en fait, moi, si vous voulez, j'étais en train de faire la Sentinelle déjà. Donc je ne me suis jamais déplacé. C'est Noémie qui a été pour moi à Cannes pour le film. Moi, je n'y ai pas été, je tournais. Vous voyez, et après ça, j'étais au montage sur un film que je trouvais épouvantable, et j'essayais de rabibocher de briquet de broc, qui était La Sentinelle. On me disait, ah bon, t'as pris Jean Vigo? J'ai dit, oui. Voilà, j'étais au montage. Ça ne me touchait pas. Ça ne me touchait pas du tout. J'avais réussi à éviter le syndrome du premier film. Vous voyez, c'était ça là où mon calcul était astucieux. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Alors, Armand, on va vous passer le micro. Bonsoir Monsieur Desplechin. Déjà, merci beaucoup à toute première fois à Arlequin et tous ceux qui ont participé à cette soirée, parce que moi j'ai cherché ce film pendant très longtemps et je ne l'ai jamais trouvé. Je suis très heureux enfin d'avoir vu ce film. Je vais faire très court, enfin je l'espère. Je voudrais savoir, pour moi vous êtes, je ne sais pas si vous êtes le fondateur, l'adepte ou juste le meilleur serviteur du dialogue moderne. Vous avez inventé une nouvelle façon de raconter le cinéma à travers les dialogues. Je sais qu'on ne demande pas à un magicien ses secrets, mais je voudrais savoir quel est votre trick, votre truc pour faire des dialogues qui expriment autant de choses et qui surtout sont des dialogues de montage, donc de cinéma, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais voilà, quelle est votre inspiration pour faire des dialogues aussi puissants, y compris dans ce faux premier film qui est La vie des morts? Mais sur il y a une réponse qui me vient, mais que je trouve trop courte par rapport à l'amitié que je porte à votre question. Je voudrais vous y répondre plus longuement. Je vais vous répondre avec un seul truc, c'est que j'avais jamais écrit de dialogue, je ne savais pas le faire. Comme je vous disais, je lisais beaucoup de théâtre pour m'apprendre, etc. Machin. Ça tiendrait à la nature du personnage, quoi. La nature du personnage. C'est que j'ai jamais été malheureux, moi. Vous savez, il y a une ancienne qui court partout, surtout aux États-Unis, mais aussi beaucoup en France. C'est du cinéma quand les gens parlent pas. C'est beaucoup plus cinématographique. Vous savez, c'est des trucs. La voix off, c'est pas du cinéma. Le dialogue, c'est pas du cinéma. Ça m'a toujours saoulé. Le roman d'un tricheur, c'est que de la voix off. J'adore. Vous voyez, les dialogues. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand les personnages disent quelque chose. Je dirais enfin l'exemple qui me venait à l'esprit quand vous parliez de La vie des morts. Mais j'aime bien quand un personnage dit quelque chose qui, moi, l'écrivant, me surprend. Je ne crois pas au naturel. Voilà. C'est-à-dire que j'essaie de supprimer les phrases, tu veux une tasse de café, tout ça, j'essaie de le supprimer. Et vous voyez, je pense à une phrase, vous voyez, c'est Jean-Pierre Léaud s'approchant, excusez-moi, j'oublie le nom de l'actrice. Non, si, c'est Akika Markham qui dit ça. Il s'approche dans les deux Anglaises et le continent, il pose sa main sur son épaule, et elle est prude, et elle dit, mais pourquoi vous faites ça? Et lui dit, parce que vous venez de la Terre, et je crois que j'aime ça. Mais putain, ça vaut le coup de filmer ça, ça vaut le coup. Et si le mec il dit, bah je trouve que t'es bien, je me dis, le mieux c'est qu'ils disent rien, quoi. Le mieux c'est de le supprimer, qu'il me touche l'épaule, et puis chacun reste dans sa chambre, et le film est plus simple. C'est-à-dire que si le mec il dit un truc et que je le filme, il faut que c'est d'intérêt quand même. Et paradoxalement, le moment, là encore je m'en souviens, mais vraiment comme si c'était hier, où je me suis dit, putain Arnaud, je vous dis, j'y croyais vraiment pas en faisant le film, et je me suis dit, il y a des trucs, tu sais, tu vas peut-être redevenir technicien après, mais quand même, c'est dommage parce qu'il y avait un truc que tu savais faire, c'est quand j'ai écrit une réplique pour Emmanuel Salinger, je l'ai écrit, j'y croyais à cette réplique à fond, et le jour où il a joué devant ses camarades, je me suis dit, je suis pas mauvais en scénario, il dit, bon, je ferme un peu la porte parce que bon. Et là, quand j'ai écrit cette réplique, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Je sais écrire un dialogue, je sais faire. Merci beaucoup. Alors, en attendant que quelqu'un d'autre se... Ah, c'est bon.
Alors quand même, si maintenant, je voulais juste savoir si vous pouviez un peu nous parler de la restauration du film, et où l'étalonnage a été refait aussi, etc. Et tout. Et je me demandais, parce qu'on parle beaucoup de restauration maintenant, et quelle part artistique est dans tout ça? Est-ce qu'on réinvente le film en le restaurant? Le réinventer, il y en a certains qui l'ont fait. Je pense à une restauration d'un film que j'ai vu, qu'ils ont tout retiré en sépia. Mon Dieu, c'était pas Voyage au bout de l'enfer, c'était le film Les Portes du Paradis. Je n'étais pas complètement convaincu par la restauration du film. Pour moi, c'est très important que les films soient restaurés, parce que dans la génération, pas la génération avant moi, la théorie de Langlois, la théorie anciennement touchée, de grands cinéphiles, c'était peu importe que la qualité soit grise, que l'image soit grise, peu importe la qualité de la copie, et tout ça. Et pour moi, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est pas, si on veut que des jeunes gens ils aiment le cinéma, il faut qu'ils voient des bonnes copies. Je parlais de l'émotion que j'ai dans cette salle, c'est là où j'ai découvert la copie restaurée de Vertigo. Je connaissais la vieille copie et j'aimais pas Vertigo. C'est la honte de dire ça en public, mais je trouvais toujours Marnie c'est vachement mieux, Vertigo c'est pas mal, mais Marnie c'est vachement mieux. Et quand j'ai vu la copie restaurée de Vertigo, quand j'ai vu ce que Hitchcock avait voulu faire, j'ai dit putain, la classe. Et là j'ai commencé à pouvoir tomber amoureux du film. Là, la restauration, le film a été tourné en Super 16, qui a un format fragile. Il y a des spécificités d'image, c'est-à-dire qu'il y a une espèce, plutôt que si vous voulez, de rajouter des diffuseurs, quand vous me demandez si nous étions prêts, plutôt que de diffuser l'image, alors que l'image 16 mm est beaucoup moins piquée que le 35, on mettait de la fumée partout. Alors, on n'avait pas d'argent, donc un copain avait été acheter du papier d'Arménie parce que c'est pas cher, et ultimement avait été, je ne sais plus pourquoi, piquer de l'encens dans une église. Et donc on avait des espèces de plateaux en fer sur lesquels on mettait l'encens d'église, ça puait la rage. On allumait ça et on passait les plateaux pour avoir de la fumée, pour faire diffuser, pour mieux sentir les lignes des projecteurs. Et donc tout ça, on ne le sentait plus dans la copie qui était trop usée. Alors en le passant en DCP, un travail que nous avons fait avec Éric Gauthier, on a pu essayer, on essaie de retrouver le geste artistique qui fut celui du début. J'aimerais rendre hommage à Gauthier ce soir et à cette copie, puisque c'est grâce à Éric que j'ai finalisé cette copie, enfin c'est avec lui, à ses côtés, qu'on l'a finalisé. Il y a un mouvement de la lumière, Gauthier et moi on était fans, enfin c'est dans les films, dans les deux films qui ont fondé ma vie, Fanny Alexandre de Ingmar Bergman, dont le directeur de la photographie était Sven Nykvist, et il y a un mouvement, c'est que vous commencez que avec des lumières chaudes, un peu pour ceux d'entre vous qui ont vu Fanny Alexandre toute la nuit dans la famille Ekdal avec la soirée de Noël et tout ça, et quand vous arrivez chez le pasteur, c'est-à-dire nous dans le film, quand on s'approche de la mort de Patrick, peu à peu les lumières deviennent froides et glacées et sont plus bleutées. Alors ça, c'est là-dessus qu'on a retravaillé la restauration. Oui, bonsoir. Très heureux de découvrir ce film. Il y a une chose que j'ai particulièrement aimée. Moi, j'ai vu pas mal de sensualité dans les corps, beaucoup d'affection aussi. Et vous dites que vous ne faites pas d'impro dans le travail avec les comédiens. Alors, je me demandais comment vous arrivez à leur faire sortir ça. Je me souviens, j'aime vraiment bien les acteurs. Je ne sais pas jouer. Moi, je ne sais pas jouer. Comme je le disais, j'ai besoin de jouer les scènes tout seul avant, encore et encore. J'ai aucune inhibition de ça. Je suis filmé très souvent quand je fais des essais avec les acteurs. Je me connais par cœur. Je n'ai, je vous le dis tout de suite, aucune présence. Mais alors aucune. C'est-à-dire jamais j'accepterai un rôle dans un film. Mais j'aime bien voir ce qu'ils font. J'aime bien voir d'où ils viennent. J'aime bien voir. Vous voyez, j'adore Marianne Denicourt dans la scène où elle dit « mais personne n'aime sa mère ». J'adore la voir oser le dire et en même temps avoir cet embarras à être que je trouve tellement délicat. Et je suis amoureux de. J'aime voir la vivacité de Roch Legovici quand il drague Emmanuel DeVos. Je suis renversé par la scène quand Emmanuel DeVos descend au téléphone et puis qu'elle a des gens qui me parlent et qu'elle éclate en sanglots. J'adore Salinger quand il a le trac, puisqu'il n'était pas acteur, et qui doit dire le poème de Baudelaire et qui conclut le poème de Baudelaire et qui tremble, et il tremble de peur de parler de... Et cette peur qu'il a, ça me bouleverse. C'est quelque chose... Il n'y a pas de métier plus admirable et de plus gonflé pour moi que d'être acteur. Alors je les regarde
et j'essayais d'accepter leur singularité, quoi. D'essayer de me mettre, j'arrive bien à m'identifier, ça je sais bien le faire, m'identifier à quelqu'un, ça je sais bien le faire. J'aime bien un mot, peut-être, parce que je réponds mal à votre question, il y a un mot qui me touche, parce que j'ai eu la chance de faire du théâtre une fois dans ma vie, et il y a un mot qui me touche, c'est un mot de Rivette, qui parlait, quand il parlait du rapport avec les acteurs, il disait faire un film c'est un complot. Au théâtre, dans la maigre expérience que j'ai eue, il n'y a pas de complot, puisque vous jouez avec une troupe, comme vous disiez. Vous ne pouvez pas cacher un truc à un autre acteur, il faut partager ce que vous faites, il faut partager avec la troupe. Mais dans un film, il me semble que mon travail, c'est de tresser avec chacun des acteurs un complot et que lui sait quelque chose de son personnage que les autres ne savent pas. Et de lui donner à chacun ce petit secret et de lui dire, voilà, si toi tu ne fais pas entendre ta note, aucun autre acteur dans le film ne fera entendre cette note. Tu es responsable de cette note. Et de lui offrir cette responsabilité, ça suffit, et les improvisations, pas besoin. C'est une super réponse, merci. Comme vous parlez des acteurs, justement, je me disais, vous nous avez dit que vous aviez occupé plusieurs postes sur un tournage avant et que du coup vous saviez faire, mais en revanche la direction d'acteur, c'était une première fois, c'est quelque chose que vous avez appris sur ce film? J'avais fait des films d'école, hein, j'ai été confronté à des acteurs sans savoir les aider. Et c'était la première fois, mais je l'ai regardé quand j'étais derrière la caméra, puis je l'ai regardé quand j'étais à la table de montage, donc peu à peu. Et puis j'ai suivi avec un ami, Pierre Hannot, qui avait écrit une pièce de théâtre très brillante, et alors j'allais aux répétitions de théâtre, et puis j'avais pas le droit de parler parce que c'était sacré, vous voyez, et puis je faisais rien dans l'équipe, donc je disais rien. Je passais une répétition à me dire, mais pourquoi il ne dit pas ça, le metteur en scène, l'acteur il ne fait pas bien, ça, etc. Et j'étais tenu au silence. Et le lendemain, c'est ça ces années de chômage admirable que j'ai passé. Le lendemain, puisque moi je venais tous les jours, je revenais et puis je me disais, ah bah tiens, l'acteur est mieux là, et pourtant il ne lui a pas dit ça. Je me disais, mais comment il a fait? Et puis vous voyez, puis je laissais passer le temps, je me disais, ah putain, l'acteur est encore mieux, et pourtant l'acteur, le metteur en scène, ne lui a pas dit ce que je croyais qu'il était. Et peu à peu, je me suis nourri énormément de tout ça. Et je crois que j'étais prêt. Je me souviens, là aussi, j'ai été très heureux d'être technicien. Très. Et quand j'ai commencé ce film, vous savez, nous avons un petit document quand on fait un film qu'on appelle, ce qui est idiot, on ferait mieux d'appeler autrement, mais enfin on l'appelle la Bible, où il y a tous les numéros de téléphone des gens, et des fournisseurs, des techniciens, des acteurs, etc. Et c'est réparti comme ça depuis la nuit des temps en France. Il y a la liste artistique, hein, et vous avez les acteurs, et après il y a la liste des techniciens. Et moi je savais, en faisant ce film, je venais de refuser, je vous disais, c'est un film que j'aurais aimé faire, de faire le film de Rochon à la lumière, et quel prestige, et puis quel argent, et puis l'amitié pour Eric et l'amour que j'avais pour ce projet. J'avais refusé. Et je me suis dit, là c'est fini, j'ai adoré faire technicien, mais je ne suis plus un technicien, c'est terminé. C'est ma vie d'avant, c'est fini. Et donc je disais à Catherine Berchen, je vais être dans l'autre liste là, artistique. Elle disait, oui, mais tu joues pas dans le film, je veux qu'on mette. Alors on a réfléchi à ça, et j'ai dit, très bien, on aura une liste technique et une liste d'interprètes. Puisque mon travail, en quelque sorte, ce qui rejoint votre question sur le jeu de l'acteur, mon travail, c'est d'interpréter. C'est-à-dire, je regarde un escalier, et je regarde, par exemple, un arbre, et j'ai une interprétation très simple, j'espère lisible, c'est un arbre généalogique. Le cousin en train de mourir, on scie une branche. Voilà. C'est mon interprétation du texte. Donc moi, je propose aux acteurs des interprétations du texte, eux l'interprètent, puisque c'est l'ancien terme qu'on utilisait, on disait acteur ou interprète, et donc ça fait un mot en commun. Et donc j'adorais trahir ce qui avait été ma vie pendant 10 ans, qui était une vie de technicien, et je trahissais ça pour rejoindre le camp des comédiens, et j'adorais faire ça. Il arrive. Merci. Je voudrais vous poser une question qui rejoint un petit peu la thématique de ces soirées. En fait, vous avez revu ce film, il date de 91, c'est ça?
donc presque plus de 25 ans après. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, ce film, je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait, c'est un film génial, c'était mon premier film, ou est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de vous dire, ce film, peut-être que je l'aurais fait différemment maintenant, si j'avais des moyens différents, est-ce que j'ai pas eu tort de le faire trop vite Trop vite, certainement pas, parce que j'ai attendu des années avant de le faire. Trop tôt, je veux dire. Trop tôt. Non, parce que j'ai pas été un jeune réalisateur. Je m'approchais de mes 30 ans, je pense, avec humilité, à l'extrême jeunesse de Truffaut quand il faisait ses premiers films. J'étais déjà un homme quand j'ai fait ce film. Une incise, et qui n'est pas la réponse à votre question que je vais vous répondre, je ne regarde jamais mes films. Je ne les ai jamais vus, aucun. C'est-à-dire que quand je fais l'étalonnage, c'est-à-dire le réglage des couleurs et des intensités lumineuses, je le fais en muet. Bon. Ça, j'ai le droit. Et quand je fais le mixage, on le fait avec une copie toute pourrie, grise et tout ça, mais je ne veux pas voir l'image, je fais le son. Mais quand on met le son et l'image ensemble, je considère que je suis le spectateur interdit, que pour qu'il y ait spectacle, pour que le film appartienne, il faut qu'il y ait un tiers exclu. C'est moi le tiers exclu, je ne peux pas voir mon film. Donc mes films, je ne vois pas, je n'ai pas de curiosité pour eux, etc. Donc je ne sais pas. Alors pourtant, celui-là, je l'ai restauré. Donc j'ai dû revoir le film. Je l'ai vu en muet. Éric Gauthier protestait en disant « Putain Arnaud, tu peux le revoir une fois quand même avec le son. » Non, non, tout fait en muet. Je ne voulais pas le revoir. J'étais très étonné parce que je me souvenais du découpage au millimètre. L'étalonneur ne le voyait pas, c'est j'étais dans le plan d'après, c'est un gros plan sur Roch Lebovici, et puis là il va tourner un truc et ça. Je m'en souvenais comme si c'était hier. Sur un film, je disais je ne vois pas mes films parce que j'ai une masse et puis peut-être je vous parle tout encore assourdi par le travail qui est mis en ce moment, qui est de monter un film. Je maudis chaque plan, chaque seconde des plans que j'ai fait. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas fait autrement? Mais pourquoi tu as fait comme ceci, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ça s'améliore un peu. J'arrive pas bien être content. Et à un moment, c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire mieux. Et je vous le donne. Donc c'est le moment où j'arrête de le regarder. Et là, j'espère que ça parlera à des gens, que ça leur dira quelque chose, etc. Parliez par exemple par les regrets que je peux avoir, j'en ai 1000. Je dirais un qui aujourd'hui me fait presque rigoler, ça me faisait presque rigoler quand le film fut récompensé ici ou là. C'est tout le film était sous influence Cronenberg. C'est-à-dire que personne n'a jamais compris l'intrigue de mon film. Vous voyez, quand on disait je ne suis pas mauvais en dialogue, je ne suis pas très bon en scénario non plus. Hein. Et c'est qu'il y a une intrigue dans le film. Moi, j'étais persuadé qu'elle était lisible et aucun spectateur n'a jamais compris l'intrigue de La vie des morts. La vie des morts, c'est Marianne, elle arrive, Pascal, et elle vomit dans la salle de bain. Elle se dit, mais pourquoi je vomis comme ça? C'est pas, j'ai pas la nausée, c'est quoi? Puis elle a mal au ventre. Et puis ses règles ne viennent pas. Puis elle se dit, je suis enceinte ou quoi? Puis elle calcule sur ses doigts. Elle dit, c'est pas possible que je sois enceinte. Puis elle traîne la nuit, elle va voir le truc. Et voilà qu'à l'instant où enfin elle délivre quelque chose qui ne sont pas des règles, qui sont un truc plus saignant, plus menaçant que ça, qui est comme un accouchement d'un mort-né, elle descend dans la cuisine et Bernard Ballet lui dit c'est exactement à l'heure à laquelle ton cousin est mort. Donc celle qui a ce nom évangélique, Pascal, était enceinte d'un mort. Elle délivre, elle donne la mort à son cousin. Donc il y avait un motif cronenbergien que j'adorais dedans, que jamais personne n'a compris. J'ai toute la salle qui se dit « Putain, ce film est raté, on n'a pas du tout compris l'intrigue. » Voilà, c'est dans les choses que je me reproche. Mais je ne savais pas faire autrement. L'aurais-je fait autrement, j'aurais trouvé que ça aurait été trop souligné. Alors là, je l'ai esquissé. Et voilà. Alors je me dis « Arnaud, t'as trop d'embarras, etc. » Donc bien sûr, on se maudit de tous les films qu'on a fait, mais au bout d'un moment, on se le pardonne par les spectateurs qui l'ont vu. C'est le seul moyen pour moi de pardonner les films que j'ai faits, c'est les spectateurs qui veulent bien être émus par eux. Et quand on vous parle de votre film, d'un de vos films, ou qu'on vous pose des questions, vous vous référez à ce moment-là au tournage, aux séquences du tournage, et non plus au film que vous avez vu, vous.
le film, je vous dis, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça. Oui, Donc vous référez au tournage. au tournage et au montage. Il y a un long temps d'apprentissage du film qui est tout le temps où je domestique ce matériel qu'on a accumulé. Bien sûr. Alors, vous parliez de Marianne Delicourt. Moi, j'ai l'impression, j'ai vu tous vos films dans l'ordre, et j'ai l'impression que plus ça avance, plus les personnages féminins ont une place de plus en plus importante. Et je voudrais savoir si jamais c'est le fruit du hasard ou si jamais il y a de votre part, c'est conscient. Je ne me rends pas compte si c'est de plus en plus là. Je pense, comme spectateur, hein, comme on en parlait avant, je disais, j'ai jamais été critique de cinéma et je le regrette. Je pense qu'il y a un contrat singulier qui m'est totalement énigmatique, que je ne peux pas raisonner, entre la femme, bien sûr que non, mais entre les femmes, peut-être même il faudrait dire des femmes, et le cinéma. Je pense qu'il y a un miracle là. J'aimerais citer un cinéaste qui parfois est polémique, qui est Abdelatif Kechiche. On voit des femmes apparaître, et on ne sait pas pourquoi, de voir une femme. C'est une expérience banale, vous voyez, ça va vous... Pour ceux d'entre vous qui sont dans le cinéma, qui ont une petite expérience de cinéma, vont être d'accord avec moi, tous les autres vont être contre moi. Donc je vais dire un truc polémique, je suis désolé. Vous travaillez sur un film, on vous demande de trouver des acteurs naturels, vous voyez, des figurants, des trucs comme ça, etc. Vous allez dans la rue, vous filmez des gens, vous dites aux gens, racontez-moi un peu votre vie, vous appelez comment, vous faites quoi, vous avez quel âge, vous filmez des visages, vous regardez les visages. Vous filmez 100 types, 100 filles. Sur 100 filles, il y en a 95, vous vous dites, putain, mais c'est vachement intéressant. Et vous filmez 100 types, il y en a 4. Oui, bien, il y a un petit truc. Les autres, vous vous ennuyez. Parce qu'il se passe cette chose très troublante, où seul un psychanalyste peut-être, et je ne suis pas psychanalyste pour m'éclairer, qu'il y a un contrat entre la façon d'être au monde, dans la sexuation, dans le... C'est très compliqué. Je pourrais avoir des hypothèses, mais ce n'est pas le lieu pour ces hypothèses. Alors moi, je crois ça. Je crois qu'il y a un privilège féminin. Donc c'est pour ça que souvent dans mes films, j'aime donner aux hommes un rôle un peu ridicule, et j'aime donner aux femmes un rôle triomphal. Parce que je trichais un peu, parce que j'ai trouvé quelque chose que vous avez dit que je trouvais particulièrement juste. Vous avez dit « Je suis extrêmement admiratrice de Lars von Trier, qui arrive à centrer ses films sur des personnages féminins. J'ai encore cette faiblesse. J'espère qu'avec l'âge, je vais réussir à m'en départir, d'avoir besoin de personnages masculins amusants pour pouvoir arriver à construire une fiction. Et ce serait plus fort avec juste des filles, parce que je ne crois que le cinéma sert à ça, à montrer des femmes, parce que c'est un art moderne et parce que la question moderne, qu'on le veuille ou non, passe par l'émancipation nécessaire et toujours reconduite des femmes. C'est la question du XXe siècle pour moi, l'aspiration à la liberté. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter un petit peu? Je pense avec effroi, je disais, je ne suis pas dans un état normal parce que je suis en montage d'un film où j'ai un trac dément. Le film, il est que sur 2 femmes. Sauf que, parce que je suis pas Lars von Trier, j'ai rajouté un commissaire. C'est Roche Dizem et il est bon comme un salaud. Il est bon. Alors du coup, je me dis, mais merde, ils vont voir les femmes que j'ai dessinées et tout ça. Il est tellement bon, il bouffe l'écran. Je me dis, Arnaud, tu as failli encore. Alors que Lars von Trier, lui, sait faire des films et que des films. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Mais un jour, je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver. Donc du coup, il y a une volonté de... Ouais, d'y arriver un jour, à plus avoir besoin de cette béquille masculine et de plus avoir besoin de ce ridicule-là. Il fallait que j'écrive un film que héroïque. Alors, je rajoute toujours des blagues. Alors, il faudrait que j'enlève les blagues et là, non, des blagues de filles. Justement, il faudrait que j'y arrive. Parce que Jeanne d'Arc, il y a moins de blagues. Est-ce qu'il y a une question? Alors du coup, avant qu'on passe à côté pour aller boire un verre tous ensemble, je vais vous poser une question qu'on pose pour finir à tous les cinéastes qu'on rencontre. Donc vous avez commencé déjà un petit peu à l'évoquer, mais je voudrais savoir quand elle est posée comme ça, qu'est-ce que vous répondriez? C'est on demande si vous deviez donner un conseil à un jeune cinéaste, à un aspirant cinéaste. Quelque chose qui vous paraîtrait essentiel, que ce soit technique ou plus spirituel, qu'est-ce que ce serait? D'autant plus que souvent on parle des débuts. Il y a une chose quand même qui est peut-être quelque chose ça va être
ça va être un cliché, hein, sûrement tous vos autres invités nous le disent, mais il y a une chose, je crois, qui est... Je croise parfois des jeunes gens qui ont des aspirations cinématographiques et qui voient... Et c'est peut-être une différence de génération, hein, et qui ne voient pas de film. Et ça me fait une peine énorme. C'est-à-dire que je ne crois pas que le cinéma... C'est pour ça que j'aime le cinéma, je ne crois pas que ce soit un art. Je pense que c'est ce truc de forain qui tend à être un art. Toujours, il y a cette aspiration à devenir un art. Alors, c'est magnifique de voir ça. Alors, si ça aspire à être un art, putain, ça vaut le coup de connaître les œuvres, quand même. Et donc, il faut voir des films et lire des livres. Il faut lire beaucoup de livres. Il faut lire, et une fois de plus, je reviens à la quantité plutôt qu'à la qualité. C'est pas voir les bons films, on s'en fiche de voir les classiques, etc. J'ai jamais vu de film de Dreyer. C'est pas grave, mais t'attends, tu les verras un jour. Mais de voir beaucoup de films, de se nourrir de films, de se nourrir des autres. Et je crois qu'on trouve sa voie. Je trouve surtout que si vous ne regardez pas les films des autres, en quoi seriez-vous nécessaire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre? Vous voyez, quand vous voyez un film, quand vous arrivez à admirer, vous dites « Waouh, le mec, il a dit tout ça !» Alors tout d'un coup, ça vous donne une humilité qui est celle de trouver le tout petit son de voix que vous pouvez faire entendre en plus. Et je crois qu'il faut lire beaucoup et voir beaucoup de films. La technique, vous savez, c'est Chabrol qui disait la technique, et c'est vrai, il avait raison, hein, pour apprendre à faire un film, 2 jours et demi. Et encore, je suis large. Tu disais la technique, ça s'apprend, mais c'est pas avec ça qu'on fait un film. Mais c'est pas ça, c'est que la technique, il faut apprendre la technique au cinéma, bien sûr, 2 jours et demi. C'est pas de la peinture, c'est pas, attendez, pour être Michel-Ange ou pour être Léonard de Vinci, il faut du temps. Hein. Et si vous voulez, pour être Lubitsch, il faut rien. 2 jours et demi, et vous savez les règles. Alors après, si vous avez vu quelques films, ça aide. Ok, merci beaucoup, Arnaud Desplechin. Merci.